Bienvenue sur Infinite Star, la chaîne où les légendes s'élèvent des cendres de l'ombre et où les vérités enfouies jaillissent comme des accords déchirants dans un silence assourdissant. Préparez-vous à un choc qui ébranlera votre cœur. Derrière le calme mythique du Beatle silencieux, se tisse une saga d'admiration brisée, de trahison cruelle et d'une résilience qui a transformé la douleur en chef-d'œuvre immortel. George Harrison, l'âme discrète des Beatles, a aimé, admiré, et pourtant souffert à cause de l'homme qu'il considérait comme un frère, un homme dont l'ombre a failli l'effacer. Comment un adolescent timide de Liverpool, armé d'une guitare usée, a-t-il conquis le monde tout en luttant contre l'invisibilité dans le plus grand groupe de l'histoire? Pourquoi son cœur a-t-il porté une blessure jamais cicatrisée, même au sommet de la gloire? De son départ fracassant des Beatles en 1969 à une réconciliation fragile sur son lit de mort, l'histoire de George Harrison est un cri muet de talent, de frustration, de spiritualité et de pardon. Avant de plonger dans cette épopée bouleversante, prenez une seconde pour liker, vous abonner et partager cette vidéo sur Infinite Star pour découvrir d'autres récits qui enflamment l'âme et l'esprit. Dans les ruelles grises et pluvieuses de Liverpool, le 25 février 1943, naît George Harrison, le plus jeune d'une famille ouvrière de 4 enfants. Son père, Harold, receveur d'autobus, incarne la discipline d'une vie modeste, marquée par les privations de l'après-guerre. Sa mère, Louise, est une mélomane passionnée, chantant des ballades populaires et écoutant Radio India pendant sa grossesse, espérant que les sonorités envoûtantes du sitar et des tablas apaisent son bébé à naître. Cette influence orientale, presque mystique, plante une graine dans l'âme de George, une sensibilité qui résonnera des décennies plus tard. Enfant, il grandit dans une maison exiguë d'Arnold Grove, où la musique est un refuge face à la grisaille industrielle de Liverpool. À l'adolescence, à la Liverpool Institute High School for Boys, George, rêveur et discret, griffonne des guitares dans ses cahiers, fasciné par les formes élancées des instruments qu'il ne peut encore s'offrir. En 1956, à 13 ans, Heartbreak Hotel d'Elvis Presley le foudroie comme une révélation divine. Le rock'n'roll devient son obsession, une promesse de liberté dans une ville étouffée par les conventions. Avec l'aide de sa mère, il achète une guitare bonne marché et forme un groupe de skiffle avec son frère Peter et des amis, répétant dans le salon familial, sous les encouragements de Louise, qui croit en son talent. Le destin bascule dans un bus scolaire, où George, alors âgé de 14 ans, rencontre Paul McCartney, un garçon vif, charismatique, déjà lié à John Lennon. Leur amour commun pour les disques de Chuck Berry, Buddy Holly et Carl Perkins les rapproche. Paul, plus âgé de 18 mois, partage des accords, des riffs, des astuces. Pour George, timide et impressionnable, l'assurance de Paul est magnétique, presque fraternelle. Il passe des heures à décortiquer des chansons, à rêver de gloire. En 1958, Paul le présente au Quarrymen, le groupe de John. À 15 ans, George impressionne Lennon en jouant Raunchy sans faute dans un bus brinque-ballant. John, 17 ans, trouve George trop jeune, presque un gamin. Mais Paul insiste, et le talent brut de George l'emporte. Il intègre le groupe, entamant une aventure qui redéfinira la musique mondiale. Mais dès le départ, il entre dans une dynamique dominée par John et Paul, deux forces créatives inséparables. George, le petit frère, suit leur exemple, avide d'apprendre, heureux de contribuer. Pourtant, les premières fissures apparaissent. John et Paul, avec leur charisme et leur complicité, éclipsent le discret George, semant les graines d'une douleur silencieuse. En 1962, les Beatles, désormais sous l'égide de Brian Epstein, signent chez EMI avec leur nouveau batteur, Ringo Starr. George, guitariste soliste, apporte une texture unique avec ses riffs précis et son style influencé par le rockabilly. La Beatlemania explose en 1963 avec Please Please Me et From Me to You, propulsant les 4 garçons au rang d'icônes planétaires. Les foules hurlent, les disques s'arrachent, les plateaux télé d'Ed Sullivan à Top of the Pop s'enchaînent. Mais derrière les flashs et les cris, George, surnommé le « Beatle silencieux » par la presse, se sent relégué. John et Paul, duo créatif dominant, écrivent les tubes, plaisantent avec les journalistes, façonnent l'identité du groupe. George, introverti, observe depuis l'ombre. Ses idées, ses chansons, sont rarement retenues 1 ou 2 par album, comme Don't Botter Me sur We the Beatles, 1963, souvent considérés comme des filaires face au chef-d'œuvre de Lennon-McCartney. Ses solos de guitare, travaillés avec soin, sont corrigés par Paul, qui impose ses arrangements avec une assurance parfois écrasante. George admire encore John pour son esprit mordant, Paul pour son énergie débordante, mais chaque rejet d'une chanson, chaque ajustement imposé, est une blessure silencieuse.
Ce qui était une fraternité devient une hiérarchie, avec George en bas, luttant pour se faire entendre dans un groupe qu'il a contribué à bâtir. Au milieu des années 1960, les Beatles ne sont plus les garçons insouciants de Liverpool. Ils dominent le monde, leurs disques à Hard Day's Night, Help, battent des records, leurs chansons définissent une génération. Mais en studio, les tensions croissent. Paul, de plus en plus perfectionniste, prend les rênes, dictant les arrangements, les tempos, les structures. John, absorbé par sa relation avec Yoko Ono à partir de 1966, se détache progressivement, laissant Paul combler le vide. George, lui, explore sa voie créative et spirituelle. Un voyage en Inde en 1966, où il étudie le sitar avec Ravi Shankar, transforme sa vision. La musique indienne, avec sa profondeur mystique, devient une échappatoire à la frénésie de la Beatlemania. Sur Rubber Soul, 1965, If I Needed Someone révèle sa sensibilité mélodique, influencée par les Byrds. Sur Revolver, 1966, taxement une protestation acerbe contre les impôts britanniques montre son audace, même si John l'aide à peaufiner les paroles à contre-cœur. Mais Paul, habitué à tout contrôler, intervient sans ménagement, modifiant les parties de guitare, jouant parfois à la place de George. Ce dernier se sent comme un employé dans son propre groupe, sa créativité étouffée par le tandem Lennon-McCartney. En 1967, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, porté par la vision conceptuelle de Paul, accentue ce fossé. George apporte Within You Without You, une œuvre audacieuse au sitar, imprégnée de spiritualité indienne. Elle se démarque, mais l'expérience est douce amère, elle affirme son identité, mais souligne son isolement dans un groupe où sa voix reste secondaire. En 1968, le White Album marque un tournant. George propose While My Guitar Gently Weeps, une chanson magistrale née de sa frustration croissante. Face à l'indifférence de John et Paul, il invite Eric Clapton, son ami et égal, pour jouer le solo iconique. Ce geste audacieux force le respect. La présence de Clapton, une star à part entière, rappelle que George mérite d'être entendu. Mais les tensions avec Paul s'intensifient. Lors de l'enregistrement de Hey Jude, George suggère des riffs pour la coda. Paul refuse, préférant un espace épuré pour sa vision. Pour George, ce n'est pas une simple divergence, c'est un symbole de son invisibilité, un rappel qu'il est relégué au second plan. En 1969, Abbey Road voit George briller avec Something et Here Comes the Sun. Something, qualifié par Frank Sinatra de « plus belle chanson d'amour jamais écrite », devient un classique instantané, chanté par des centaines d'artistes, de Elvis à Ray Charles. Here Comes the Sun, écrite dans le jardin d'Eric Clapton, est une ode lumineuse à l'espoir. Mais même là, Paul ignore sa demande d'une basse simple pour Something, ajoutant une ligne complexe et mélodique. Pour les fans, c'est du génie. Pour George, un nouvel affront, une preuve que Paul ne respecte pas ses souhaits. L'amertume s'installe, transformant l'admiration d'antan pour Paul en un ressentiment profond, une blessure qui saigne en silence dans son cœur. Le point de rupture survient en janvier 1969, lors des sessions de Let It Be. Paul, déterminé à ramener les Beatles à leurs racines avec un enregistrement live, dirige tout avec une autorité quasi militaire. John, distrait par Yoko, est à peine présent, souvent perdu dans son monde. Ringo, fidèle mais en retrait, suit le courant. George, étouffé par des années de marginalisation, craque. Lors d'une répétition filmée à Twickenham, Paul critique sa guitare sur Two of Us, lui disant comment jouer chaque note. George, las, répond « Je jouerai ce que tu veux, ou je ne jouerai pas du tout. Tout ce qui te fait plaisir, je le ferai. » Ces mots, prononcés sans colère mais avec une résignation déchirante, trahissent une frustration accumulée pendant des années. Ils ne sont pas un cri, mais un drapeau blanc, un aveu d'épuisement. Le 10 janvier, George quitte le studio et les Beatles, notant dans son journal avec une froide concision « Lève, aller à Twickenham, quitter les Beatles, rentrer chez moi ». Son absence dure 2 semaines, plongeant le groupe dans le chaos. Les caméras du documentaire capturent l'atmosphère tendue, les regards perdus de John, Paul et Ringo. Il le supplie de revenir, et George accepte, mais pose des conditions. Pas de concert public, des sessions dans les studios Apple, plus confortables. Le projet continue, mais le mal est fait. Something et Here Comes the Sun prouvent sa grandeur, mais ne comblent pas le vide. La domination de Paul, son perfectionnisme implacable, ont brisé la fraternité d'antan, transformant le lien fraternel en une blessure ouverte. En 1970, les Beatles s'effondrent. Paul annonce la rupture en avril,
publiant son album solo McCartney et déclarant publiquement que le groupe est fini. Mais pour George, la fin couve depuis des années. Épuisé par les disputes, l'omniprésence de Paul et l'indifférence de John, il se libère avec All Things Must Pass, un triple album acclamé, regorgeant de chansons rejetées par les Beatles. My Sweet Lord, avec son mantra spirituel, devient un hymne mondial, malgré une controverse juridique sur des similitudes avec E.S. Sophine des chiffons. What is Life et Isn't It a Pity révèle un génie trop longtemps étouffé. Mais Wawa, écrite le jour de son départ en 1969, est un cri d'amertume brute, visant l'atmosphère oppressante du groupe, surtout Paul. Les paroles « You gave me your Wawa » dégoulinent de mépris, un reproche voilé à l'autorité de Paul. En 1973, Su You Blues raille les procès post-séparation, initiés par Paul pour dissoudre le partenariat commercial des Beatles. George, John et Ringo y voient une trahison, un coup final à leur lien déjà fragile. Pattie Boyd, ex-épouse de George, confie dans ses mémoires, George rentrait des sessions furieuses, surtout contre Paul. Il se sentait nié, ignoré. Il se tolérait, mais l'amour fraternel avait disparu. All Things Must Pass est un triomphe, atteignant le sommet des classements et établissant George comme une force solo. Mais l'amertume persiste, une ombre sur son succès, un rappel des années où sa voix était étouffée. Dans les années 1970, George s'épanouit en solo, loin des contraintes des Beatles. En 1971, il organise le concert For Bangladesh au Madison Square Garden, avec Bob Dylan, Eric Clapton, Ravi Shankar et Ringo Starr. Cet événement, le premier grand concert caritatif de l'histoire, lève des fonds pour les réfugiés du Bangladesh, marquant un tournant dans l'activisme musical. George, guidé par sa spiritualité, trouve un sens plus grand que la gloire. Mais ses blessures envers Paul ressurgissent. En 1974, lors d'une interview radio avec Alan Freeman, il déclare « Paul m'a ruiné comme guitariste ». Le perfectionnisme de Paul, ses interventions constantes corrigeant ses solos, jouant à sa place ont sapé sa confiance. Il collabore volontiers avec John, Ringo ou d'autres, mais évite Paul, qu'il trouve écrasant. Dans les années 1980, George trouve une liberté nouvelle avec les Traveling Wilburys, un supergroupe avec Bob Dylan, Roy Orbison, Tom Petty et Jeff Lynne. Là, il est un égal, respecté, libre de créer sans être rabaissé. Ce groupe, sans égo dominant, lui offre la camaraderie qu'il n'a jamais pleinement eue avec les Beatles. En 1995, le projet Anthology réunit les Beatles survivants pour compléter des démos de John, Free A Bird et Real Love. George participe, mais les tensions refont surface. Jeff Lynne note que George s'irrite des directives autoritaires de Paul, levant les yeux au ciel lorsqu'il prend le contrôle. Une distance glaciale persiste, même 30 ans après la séparation. En 1997, un cancer de la gorge frappe George, un coup brutal après une vie déjà marquée par les luttes. La radiothérapie offre un répit, mais la maladie revient en 1999, touchant ses poumons, puis son cerveau. Il se retire à Friar Park, son domaine anglais, un havre de paix où il jardine, joue de la musique en privé, médite. Entouré de sa femme Olivia et de son fils Danny, il cherche la sérénité, loin de la frénésie de la célébrité. En 2001, lors d'un chat en ligne, un fan demande si Paul l'agace encore. George répond par un proverbe victorien, « Ne scrute pas un ami à la loupe. Tu connais ses défauts, laisse-les passer. » C'est subtil, mordant, typique de George, une pointe d'humour cachant une vérité amère. Mais à l'automne 2001, alors que son état s'aggrave, Paul lui rend visite à New York. Dans un moment de grâce, loin des disputes et des égos, ils se tiennent la main, rient, évoquent des souvenirs absurdes de leur jeunesse à Liverpool. Paul dira plus tard, « C'était comme un rêve. C'était mon petit frère. Nous avons plaisanté, parlé de choses absurdes. » Ce moment, dénué de compétition, révèle un amour enfoui, jamais éteint, malgré les blessures. Le 29 novembre 2001, George s'éteint à 58 ans, entouré d'Olivia et Danny, dans la maison d'un ami à Los Angeles. Ses derniers mots, « Aimez-vous les uns les autres », sont un testament de paix, un écho de sa quête spirituelle. Paul, dévasté, s'adresse au journaliste, la voix brisée, « C'était un brave gars, mon petit frère. » Il demande aux fans de soutenir Olivia et Danny, louant l'humour, la force et le talent de George. George Martin, producteur des Beatles, le décrit comme une « star réticente », un homme qui n'a jamais cherché la gloire, seulement la musique et le sens. Des fans se rassemblent à Liverpool, New York, Londres, chantant Something, Here Comes the Sun, My Sweet Lord,
honorant le Beatle silencieux qui a changé le monde avec sa douceur et sa profondeur. Des autels improvisés fleurissent, ornés de bougies, de fleurs, de guitares dessinées à la craie. Les hommages affluent, de Bob Dylan à Ravi Shankar, célébrant un artiste dont la voix, longtemps étouffée, a fini par résonner universellement. L'histoire de George et Paul est un tableau complexe d'admiration, de frustration, de trahison et d'un pardon fragile. George a aimé Paul comme un frère, mais a souffert de son ombre écrasante. Ses chansons de taxement à Something, de Wah-Wah à Sume, Su You Blues sont des actes de résilience, des réponses à l'invisibilité qu'il a endurée. Les scandales publics, la dispute filmée de Let It Be, la séparation des Beatles, les procès ont marqué leur rupture, amplifiée par les médias qui disséquaient chaque tension. Mais leur dernière rencontre, main dans la main, montre un amour enfoui, une fraternité qui a survécu aux blessures. George, avec sa spiritualité, son humour mordant et son talent brut, a transformé sa douleur en art, laissant un héritage qui transcende les Beatles. Son silence parlait plus fort que les mots, sa musique révélait des vérités qu'il n'exprimait qu'en notes. Et vous, qu'en pensez-vous? George a-t-il vraiment pardonné à Paul, ou les blessures étaient-elles trop profondes pour guérir complètement? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si ce récit vous a ému, likez, partagez et abonnez-vous à Infinite Star pour d'autres histoires qui révèlent les âmes derrière les légendes.